Franck El Yazidi, tu as côtoyé de nombreux joueurs de foot pro et même tennis. Comment garder la tête froide dans ce genre de situation? Est-ce que quand tu gagnes beaucoup d'argent, comme c'est le cas, tu arrives à avoir une vie normale? Est-ce que toi-même, ça t'a perturbé? Moi, ça m'a jamais perturbé de fréquenter des gens qui gagnaient beaucoup d'argent. Quand j'allais chez Thierry Henry dans sa grande maison à Hampstead et qui sortait avec sa Mercedes coupée, j'étais pas envieux, j'étais content pour lui, je trouvais presque ça normal. Les joueurs de tennis gagnent beaucoup d'argent, enfin attention, les joueurs de tennis gagnent beaucoup d'argent, les joueurs de tennis bien classés. Parce qu'un joueur de tennis, quand il va sur un tournoi, il paye tout, il paye ses voyages, sa bouffe, son hôtel. Au-delà de la 100e place mondiale, c'est quand même quelque chose qui est un peu tendu sur le plan financier. Faut pas croire que tous les joueurs de tennis ont la fortune d'Alcaraz, de Sinner et de Djokovic. Capison me dit, que penses-tu de la gestion calamiteuse à Wimbledon qui stoppe les matchs coûte que coûte alors qu'il reste un jeu de service pour boucler un match? Quel manque de respect pour les spectateurs, staff et joueurs. Ouais, c'est vrai que là, il n'y a pas de... Enfin, je pense que surtout que les matchs commencent trop tard. C'est tout bête. En commençant les matchs à 14h en local, si tu as des matchs longs, et aujourd'hui avec la pelouse qui a été incroyablement ralentie, tu t'exposes effectivement à avoir assez régulièrement des matchs de 4 heures chez les hommes, 2h30 chez les femmes, qui te font que ta programmation prend du retard et t'arrives du coup à te retrouver à ce que Shelton ne peut même pas faire son dernier jeu de service parce que le Hawkeye va être déconnecté 5 minutes après. C'est complètement débile et il faudrait effectivement trouver une solution. Et la seule solution, c'est de commencer les matchs plus tôt. À thème le foot, le PSG va donc affronter le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. On peut s'attendre à ce que Mbappé soit presque le seul sujet de conversation autour de cette confrontation. Plus d'un an après son départ, n'est-ce pas un peu fatigant de ramener la rivalité entre les deux clubs à ce seul joueur? C'est la première fois qu'il va affronter le PSG, donc c'est évidemment malgré tout un événement. Qu'il va affronter le PSG si Xabi Alonso le met titulaire, parce que Gonzalo Garcia qui le remplace a mis 4 buts et alors effectivement il pourrait aussi mettre Vinicius sur le banc et mettre Mbappé à gauche. Donc c'est pas du tout évident que Kylian débute le match, et si c'est quand même, je dirais là c'est un peu normal avant un match comme ça que la rivalité soit un peu exacerbée, même si déjà Hakimi lui a fait une déclaration d'amour à son ami, mais voilà, moi, tout ce que j'espère c'est que le match se passera bien. Johnny Domar, que penses-tu de la déclaration de l'ex-parisien Serge Aurier, joueur libre, qui a déclaré qu'il ne signerait jamais à l'OM et qu'il préférait ne pas manger à aller là-bas, comme l'a fait Rabiot? Ça m'étonne pas. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs du PSG qui ne joueraient jamais pour l'OM, et beaucoup de joueurs de l'OM qui ne joueraient jamais pour le PSG. Parce que voilà, c'est quelque chose qui leur semble presque impensable. Je suis pas certain que ce soit un drame pour Marseille que Aurier veuille pas aller jouer pour eux maintenant. C'est quelque chose qui se respecte. Je pense pas non plus que ce soit de la démago pour bien se faire voir par les supporters du PSG, parce que la carrière de Serge elle est quand même un petit peu derrière lui maintenant. Marc Michel, beaucoup de voix pour expliquer que la Ligue 1 a besoin de l'OL, mais jamais aucun argument. Il me semble que si, j'en ai donné des arguments. C'est un grand club, avec un grand stade, avec des fortes affluences, des belles affiches. Alors évidemment, là, il n'y aura pas le derby contre Saint-Etienne, mais il y a l'Olympico, il y a les matchs contre le PSG, tout ça c'est des affiches qui comptent. Et amputer la Ligue 1 française de ces affiches et de ce stade dans une période aussi compliquée au niveau des droits télé, je pense que ce serait une très très mauvaise idée, une très très mauvaise opération. Baptiste M me dit, petite question pour l'expert tennis que tu es, lors du parcours de Rinderknecht, je me suis surpris à voir Lucas Pouille dans son box. Je me souviens qu'il était annoncé comme la relève après les 4 mousquetaires, mais qu'il n'a jamais concrétisé. Que s'est-il passé pour lui? Trop de blessures, niveau surestimé. Ça a longtemps été un grand débat entre Estelle Denis et moi, qui, elle, voyait en Lucas Pouille un futur top 10, et moi pas du tout. J'ai toujours trouvé que le jeu de Lucas manquait d'un grand coup. Et je veux dire, pour être un top 10, il faut quand même avoir un grand coup. Maintenant,
il a quand même fait des perfs incroyables. Il a battu Nadal à l'US Open. Je pense que quand son physique était au top, ça pouvait être un joueur dangereux. Mais il lui a manqué des qualités de main et de puissance sur un coup pour vraiment faire la différence. Et puis après, effectivement, il a eu des très graves, des très longues blessures qui l'ont évidemment, malheureusement, éloigné des cours. Chris de Montigny. Rublev a tenu 4-7 face à Alcaraz ce dimanche, mais était en dessous. Penses-tu, comme Sotero, qu'il atteindra les demi-finales d'un grand chelem après 10 échecs en quart de finale, éventuellement en bénéficiant d'un tableau plus favorable? Alors ça, le tableau plus favorable, effectivement, c'est un paramètre que personne ne peut quantifier. Quand tu vois Sinner qui tombe aux 3 tours de Wimbledon contre le dénommé Martinez qui a fait que des services à 150 tout le match, tu te dis mais comment c'est possible qu'un mec comme ça ait passé 2 tours à Wimbledon? Il y a des choses comme ça, et les mecs qui se feraient des chemins parfois dans des tableaux alors qu'ils n'en ont pas vraiment les qualités. Je veux dire, quelque part, retrouver Cameron Norrie en quart de finale de Wimbledon contre Alcaraz, c'est pas extraordinaire non plus. Rublev, lui, il a des qualités, hein. Il a un très bon service, il a une puissance de frappe des deux côtés assez extraordinaire, mais il a pas de main. Il a un bras, mais il a pas de main. Et il est, en plus, il a pas de plan B dans sa tête. Et je pense en plus que ce match a duré 4-7 parce que Alcaraz, probablement par jeu, ou par goût du défi, ou par ego, a voulu challenger Rublev dans des échanges tout en puissance, où il a d'ailleurs pas toujours eu gain de cause. Mais voilà, je pense que si Alcaraz avait joué ce match avec une concentration maximale, dont d'ailleurs il n'a pas eu besoin, sur l'ensemble du match, il aurait gagné en 3-7. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on veuille en dire, Alcaraz a une marge énorme sur la plupart des joueurs du circuit. Voilà mes amis, on se retrouve dès mercredi soir pour la demi-finale PSG Real. Donc là normalement, demi-finale de Coupe du Monde des clubs PSG Real, dispositif spécial. Donc deux vidéos, les notes et le débrief du match. Donc on se retrouve mercredi soir, le pouce, la cloche, on s'abonne, bye bye.